Bonjour à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie d'être à l'écoute de mon émission Les Invités de Georges. Et aujourd'hui, pour cette reprise d'émission, après quelques semaines d'absence à cause du confinement, du protocole sanitaire, nous allons parler, comme c'est curieux, on va parler du Covid-19. Et particulièrement des traitements complémentaires pour booster notre organisme et nous prévenir du virus. Nous allons, mais alors là très succinctement, parler un peu de la prévention du cancer du sein, qui fera l'objet d'ailleurs d'une autre émission. Ceci c'est pour la partie médicale, mais pour la partie artistique, nous vous inviterons à partir en chanson à l'île Maurice. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de choix, de qualité, dans des domaines différents, mais quand même complémentaires. D'une part, le docteur Anne-Marie Tubéry. Bonjour, Anne-Marie. Alors, vous êtes médecin à la retraite, spécialiste, entre autres, de la prévention du cancer du sein. Vous êtes très active dans le milieu associatif, nous allons en parler dans quelques minutes. À côté, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Rebecca. Alors, bonjour Rebecca. Bonjour Georges. Et vous êtes chanteuse, vous êtes auteure, compositrice. Donc, voilà, je suis Rebecca. Mon nom de scène c'est Rebecca tout simplement. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invitée à Axe Sud, Radio Axe Sud. Et le plaisir est pour nous également. Voilà. Et tout à l'heure, vous allez pouvoir entendre mes chansons. On en reparlera ça tout à l'heure. Alors, je sais, vous êtes toulousaine d'adoption, de cœur, oui. Mais vous êtes aussi mauricienne. Hein? Tout à fait. Alors, on va en parler également, mais ce qui est formidable, c'est que vous avez un dynamisme extraordinaire, la joie de vivre, et oui. Pourtant, il y a 5 ans de cela, vous avez été atteint d'un cancer du sein. Tout à l'heure, vous allez nous parler de cette épreuve, mais je crois que la musique vous a aidé beaucoup, oui. Mais pas uniquement. Hein? Alors, vous allez nous parler par la suite de vos projets artistiques. Mais avant, je vais céder le micro au docteur Anne-Marie Tubéry. Mais si vous le permettez, Anne-Marie, je souhaiterais saluer la mémoire de votre mari, le docteur Pierre Tubéry, qui a été un grand médecin, un chercheur émérite, mais aussi un humaniste doté d'une grandeur d'âme. Je tenais ce soir à le dire parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir de le connaître. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Mais avant, et afin que nos auditeurs vous connaissent bien, je voudrais savoir, dites-moi Anne-Marie, qui était la petite Anne-Marie là? Espiègle, vous êtes issu d'une famille où vos parents étaient médecins, voilà, on veut savoir un petit peu, sans faire de la psychanalyse. La petite Anne-Marie, elle a une caractéristique que beaucoup de femmes de mon âge ont. Elle était petite pendant la guerre. Et je crois que ça l'a marquée, que ça l'a rendue un peu, peut-être vulnérable, mais peut-être aussi sensible aux autres. Elle habitait à Versailles, c'est quand mon père était militaire, ma mère à la maison, et elle a vu passer les réfugiés. Et elle a eu 5 ans d'une espèce de peur quand même, d'inquiétude. Et je crois que ça participait à me rendre sensible au chagrin des gens, à leurs peines. Et puis surtout, la petite Anne-Marie était de génération. Elle était une bonne élève. Elle tenait à savoir, à apprendre. Et ma génération, c'était un tel bonheur. Mon père m'avait donné le bonheur et l'honneur d'aller à l'école, alors qu'il était d'un milieu rural. Et je tiens à lui rendre hommage aussi, parce que tout seul, en gardant les moutons dans ma belle Ariège, il était arrivé au niveau de la licence de droit, de maths et d'histoire. Rien qu'avec les livres, tout seul. Donc, moi, ma génération a adoré apprendre. Et si on n'apprenait pas, on aurait eu honte face à ceux qui n'avaient pas la chance, parce que tous les ruraux qui sont restés dans mes villages auraient pu apprendre autant que moi. Mais les circonstances ne leur ont pas permis. Et si je n'avais pas appris tout le temps et toujours, et avec bonheur, j'aurais eu honte pour ceux qui étaient restés, qui n'avaient pas pu avoir la chance d'avoir une scolarité.
C'est Je une pense belle... que c'est ce qui me caractérise. J'étais une enfant studieuse, pas exceptionnellement douée, mais volontaire pour apprendre. Mais J'ai un beaucoup bel appris. exemple, hein, un bel exemple de courage, Anne-Marie, bravo. Alors dites-moi, vous avez fait vos études de médecine à Toulouse? Oui, j'ai fait mes études à Toulouse où j'ai rencontré Pierre et on était très engagés au niveau des étudiants chrétiens dans un groupe de chrétiens et on a été formés par les valeurs de l'évangile, l'altruisme, la générosité, le partage. Ce qui est à nous est aux autres, quoi. Je veux dire. Mais c'est naturel, c'est pas. Ça Vous savez que ces valeurs se perdent un petit peu Je sais actuellement. qu'on le dit, Hein. mais c'est pas sûr. Les jeunes, ils sont bien. Vous savez, moi, la vieille mamie, maintenant que je suis devenue, chaque fois que j'ai des valises, eh ben, ce sont des jeunes qui viennent me les porter. Et de temps en temps, ben, ces jeunes, ils ont souvent la peau brune aussi. Hein. Donc voilà, je trouve que la générosité, non, elle ne se perdra jamais. Jamais, jamais. Eh bien, c'est bien de le dire. Ça, c'est sûr. J'en suis certaine. Alors dites-moi, vous vous êtes marié avec Pierre Oui. et vous aviez tous les deux le goût de la recherche, de l'aventure. Vous êtes partis en Afrique et vous avez découvert d'ailleurs une plante assez exceptionnelle. Oui, ça, c'est partir en Afrique, c'était la générosité élémentaire. On avait des compétences en médecine, donc il fallait les partager. Et les partager, c'était avec des peuples qui avaient un médecin pour 100 000 habitants, quoi, ou 200 000. Voilà, donc ça nous a paru simple. Mais ce qu'il y a eu de magnifique, c'est que nous avons beaucoup plus reçu que nous avons donné. Nous avons donné, mais nous étions jeunes, c'était un bonheur. Nous avons beaucoup plus reçu que ce que nous avons donné. Nous avons reçu de la part de la population du Nord Cameroun, bien sûr de l'amitié, du respect, du partage. Et en cadeau, en prime, elles nous ont donné le secret de plantes qui guérissaient des pathologies graves chez eux, dont une guérissait la lèpre et l'autre guérissait le psoriasis d'un équipier ingénieur qui avait cette grave maladie de peau. Donc ça a été un échange d'où je pense, quand je le regarde de loin ou de près, je me sens très bénéficiaire. Nous nous sentions très bénéficiaires Mais vous avez beaucoup apporté également, et je pense au desmodium. voilà, oui, justement. on a repartagé, oui. Oui. On explique un peu ce qu'est Alors le le desmodium. desmodium, c'est donc le guérisseur camerounais nous a fait l'honneur, c'est un honneur de nous donner les secrets, parce qu'il ne les donnait pas à tout le monde, de plantes, avec des noms compliqués, l'asiosiphone, sécuridaca. Et puis, en rentrant en France, Pierre a connu en travaillant, en voyageant, je crois que c'était peut-être au Sénégal, l'existence d'une plante qui guérissait les hépatites, qui s'appelle le desmodium. Et à partir de là, il a, avec une équipe de chercheurs, une chercheuse qui a été sa collaboratrice, c'est docteur en sciences, Jacqueline Rago, ils ont mis au point les principes actifs de ces trois plantes, dont le desmodium. Mais le desmodium est une plante magique, superbe, dont on peut parler pendant des heures. Mais il y a également deux autres. C'est l'arbre un peu qui cache la forêt, parce qu'il ne demandait pas de travail excessif, une décoction guérie, comme d'autres décoctions de plantes. Et il y a deux autres plantes qui ont aussi donné des principes actifs remarquables, qui ont été très difficiles à mettre au point, et qui sont encore un peu en action, mais un peu sous le boisseau, parce que nous n'avions pas les équipements techniques pour les finaliser. Voilà. Dites-moi, à la sortie de ce traitement, hein, je crois que ça n'a pas plu trop à Big Pharma, hein, c'est très à la mode. Là. Vous avez quelques petites tracasseries de Alors, l'ordre des médecins, non? C'était pas Big Pharma, non, c'était pas l'ordre. Oui, c'était l'ordre des médecins, des pharmaciens, mais bon. Dans le mot ordre, il y a ordre, quoi. Bon, peut-être qu'ils avaient l'ordre. Peut-être qu'ils avaient l'ordre. Oui, mais étaient... il faut attendre le contre-ordre des fois. Ben oui, mais le contre-ordre, on sait le faire. Oui, mais les structures, elles sont en place, donc elles s'exercent. Elles s'exercent des fois pas à bon escient. Elles font des contrôles qui sont parfois justifiés, mais parfois injustes dans leurs conclusions. Mais c'est vrai que tout ce qui ne passe pas par la fourche codine, ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, est dans l'état de la législation illégale. Le problème, c'est d'arriver à faire changer, transformer l'illégalité en légalité. C'est arrivé dans plein de fois de l'histoire de la médecine. Et j'aurai l'occasion de vous parler d'un grand docteur qui s'appelait Semmelweis et qui a payé de sa vie. Voilà, c'est un circuit qui est dommageable pour la recherche et pour l'inventivité
des chercheurs. Et un c'est nous circuit qui en dommageable. subissons un peu les conséquences, les patients en quelque sorte, de ne pas bénéficier peut-être de... Ben, mais c'est tous les circuits fermés, les États ont des circuits fermés. C'est souvent par le biais qu'arrive une inventivité qui après se légalise et prend acte. Quand on parle de ce Alexei Melveis, il vous en donnera l'exemple, ce vieux médecin autrichien, dont ce médecin autrichien. Voilà. Mais écoutez, Anne-Marie, Plaisir de vous parler. je profite parce qu'on est absorbé par ce que vous nous dites là, c'est fantastique. C'est plein de choses. Et oui, mais alors ça, j'en doute pas une seconde. Hein. Alors, je profite de rebondir, car cela me fait penser, votre parcours aussi, au professeur Raoult. Et que pensez-vous des attaques contre lui? Ben, le terme n'est pas... le processus, c'est pas d'attaquer une personne. C'est ce qu'il est actuellement. Oui, d'accord. Hein, mais là, c'est toujours un processus qui est destructeur. Parce que cette personne, elle est très scientifique, elle a beaucoup de diplômes jusqu'au jour J. Le jour où il a eu le malheur de parler de chloroquine, c'était un homme honoré, respecté, qui allait présenter ses informations devant le Sénat, enfin, etc. Bon, un jour J, ce monsieur est devenu, par un concours de circonstances, persona non grata. Le principe est simple, c'est pas face aux personnes qu'on se situe, c'est face à la donnée scientifique, c'est-à-dire ce traitement qu'il a proposé en toute honnêteté parce qu'il avait ses raisons. Je n'ai pas travaillé dessus, bien sûr, je n'ai pas les compétences, mais il avait ses raisons sur les réalités cliniques, c'est-à-dire les traitements, sur les données biologiques. Il connaissait, c'est un virologue confirmé. Tout d'un coup, ce traitement est devenu l'objet de passion, alors que c'était tellement simple de faire le bilan des effets positifs, et ils ont l'air très réels, sans que ce soit une thérapie absolue. Et de faire le bilan de quelques effets toxiques qui peuvent être évalués par rapport à la toxicité cardiaque. C'était simple. Et on en a fait des événements de relations, un cheval de bataille entre personnes. Mais la réalité scientifique, elle avance avec plus de rigueur. Elle doit avancer avec plus de rigueur que des conflits de personnes. Et c'est par là qu'on perd beaucoup de créativité, d'inventivité, de mise au point. Mais ils ont perdu beaucoup de crédibilité quand même dans cette affaire. Alors, on ne sait plus qui croire. Voilà. Le problème, on nous dit ceci, on nous dit cela. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui c'est il, Georges, et qui c'est on? Je sais, hors émission, on en avait discuté sur il et on. Il y a des fois elle dans il, hein, on voit de elle aussi. Alors, qui c'est il et qui c'est on? Eh bien, c'est nous tous, quand même, qu'on s'interroge. Le gouvernement. C'est le gouvernement aussi, oui, bien entendu. Hein. D'ailleurs, j'ai écouté hier le professeur Raoult qui disait, mais attendez, au gouvernement, ce sont des fous. Ils sont en pleine bouffée délirante. Hein. Alors là, le diagnostic psychiatrique du gouvernement, je répète, de le faire. Hein. je répète les mots du professeur Raoult. Hein, qui... Oui, non, mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, je comprends. Non, c'est pas l'embarras, c'est pas l'embarras, moi je ne suis pas embarrassée, c'est la tristesse. C'est la tristesse que c'est vrai que la vérité, ne l'appelons même pas scientifique, parce que c'est un mot qui camoufle tout, la vérité élémentaire est bafouée. Est bafouée, tout simplement. C'est une vérité qu'on a essayé d'établir minutieusement avec toutes nos études, de toutes les générations confondues. Elle est bafouée au prix de vanité, au prix de fumée, de bataille de chiffres. D'ego. Oui, des égos énormes. Mais je pense que de toute manière, quand on arrive à certaines fonctions, on n'y arrive que parce qu'on a des égos très très bichonnés, très soignés, très travaillés, quoi. Et la vérité alimentaire, l'honnêteté alimentaire est bafouée parce que ce serait simple de donner des informations justes, et parmi la première de dire, certains l'ont dit mais on ne sait pas. C'était facile parce que c'est une maladie nouvelle, si on parle de Covid, que personne à partir de janvier connaissait, un peu les Chinois depuis un mois ou deux peut-être. Et donc dire on ne sait pas, c'était simple parce que c'était vrai. Et petit à petit, c'est vrai qu'on le verra si on parle de thérapeutique, on a avancé, les instances officielles ont avancé, on a connu davantage la maladie. Mais maintenant, comme on est pris dans cette fragilité thérapeutique
parce qu'il faut en parler, mais on s'est branché sur le vaccin absolu, le vaccin qui protège, Et oui, mais la vie d'avant. là est le problème. Ben, là est le problème, et c'est pour ça qu'on en parlera. Il y a d'autres thérapeutiques. Comme on s'est branché là-dessus, je trouve que les pouvoirs publics, je ne connais pas ceux des autres pays, ressemblent plutôt à des groupes qui vivent une forme d'affolement dont ils ne sachant pas gérer, et c'est normal, pour le moment c'est ingérable, c'est une affaire nouvelle, ne sachant pas gérer cette pandémie, ils prennent des solutions et des contre-solutions au gré d'événements. Oui, mais attendez, ils nous terrorisent. Ben, on est terrorisé que quand on veut bien l'être. Ah, hop là, Moi, je vais vous dire, c'est facile je suis là. triste. Moi, je suis triste. Vous savez, on est Oui. submergé Oui, je d'informations, comprends. d'informations Après, contradictoires. C'est nous qui ouvrons la télé. Moi, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle. Sinon, si le collectif guide nos jugements, guide nos comportements, enfin, il y en a qui sont bons, on a les masques, ça c'est normal. Mais si c'est le collectif qui guide nos comportements, ça devient inquiétant pour le... Je crois beaucoup à la responsabilité individuelle et je vois que sur le plan du comportement individuel, les gens sont super. Les gens vraiment... Et vous, Rebecca, comment vous avez vécu ce confinement, ce problème du virus vous qui êtes une artiste, vous avez dû en subir les conséquences, je présume. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'étais obligée d'annuler pas mal de contrats que j'avais eus. Et après, c'est vrai que c'était pas simple. Mais après, moi, j'ai profité d'écrire quand même pas mal de textes, 8 textes. Donc après, j'ai essayé aussi de ramener un peu la joie à travers Facebook. Heureusement qu'il y avait ça encore. Oui, c'était une fenêtre de liberté, ah, on va dire. Ah oui, peu, hein. donc... Absolument. Voilà. Période difficile. Une période difficile, oui. C'est vrai, parce que personne n'attendait à ça. Oui, ça, bien entendu. C'est comme un gros boom sur la tête des gens. Hein. Ah, complètement. Ne pensez jamais vivre une telle situation. Hein. Donc, alors, parlons juste des masques. Vous pensez que l'utilité des masques, parce que maintenant, il y a pour les masques et ceux qui sont contre les masques. Moi, je parlais que pour Anne-Marie Tibéri. C'est une personne, c'est pas beaucoup, mais qui garde un jugement quand même notre droit. Dès le début, c'est pas que j'ai dit, c'est évident que les masques, je l'ai écrit dans les textes, je les ai commencés vers le mois de janvier ou février, je crois. 2 épaisseurs de tissu, le virus, il aime pas ça, il trouve pas, il fait pas un trou. Donc 2 épaisseurs de tissu, c'est évident que c'est une barrière mécanique qui est utile. Après ça, c'est la théorie. Et après, les personnes qui doivent le porter toute la journée par rapport à leur travail, je crois qu'il y a vraiment la responsabilité individuelle là, qui est dans les choses qui sont possibles et faisables dans des collectivités. Et par exemple, si un groupe de familles qui se réunit, la personne âgée, bon, je pense à moi, je mettrai le masque. Et ce sera normal que les autres le mettent moins parce qu'ils sont moins vulnérables et moins fragiles. Oui, c'est question de bon sens. Voilà. Après, pour les travaux, moi je pense beaucoup les travaux collectifs, les travaux, il y a beaucoup, les enseignantes, il faut qu'elles parlent tout le temps dans cette épaisseur de tissu. Je fais un clin d'œil aux enseignants là. Oui, je pense aux visières. Il me semble que les visières seraient des bonnes protections et seraient en même temps, permettraient de voir la frimousse de nos petits et puis de l'enseignante peut-être. Je pense aux visières. Alors, si on pose la question comme ça, le fameux monde scientifique nous dira non, le virus va passer, tout ça. Cette panique qu'on a à propos de la virulence, de sa possibilité d'extension, nous bloque un peu nos raisonnements. Parce que le virus, il passe, mais c'est comme ça. Je veux dire, quand on parlera de la maladie, on verra que normalement, la maladie, elle est gérée par l'immunité des personnes. Sauf les cas graves, etc. Voilà, donc je veux dire, on ne peut pas enfermer les gens, sinon c'est pas possible, ça n'existe pas un monde enfermé. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura un second confinement, ça serait un désastre. Il sera peut-être partiel, Oui, si moi on me confine, ben on me confinera. Bien sûr. C'est pas grave, un peu plus. La on est toujours confiné de toute manière. Alors. Mais dites-moi Anne-Marie, là, parce que moi ce que je constate là, on a confiné, et puis on parle de vaccins. Et entre
bien sûr, le protocole Raoult qui est contesté, mais il n'y a pas de traitement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un traitement complémentaire Voilà. pour booster l'organisme? Et oui, oui, oui. Mais si je suis venue, c'est pour parler des traitements. Parce qu'il y a des On est traitements. toutes oui. Oui, ben soyez oui et puis prenez des notes. Parce qu'il y a des grandes médecines qui ont été bafouées, parce qu'on a fait de la médecine allopathique, il y a sa valeur et ses limites, comme toute structure, toute méthode. Valeur positive, négative et limite. Bon, donc on la connaît, l'allopathie, dont les vaccins. Et puis, il y a des très grandes médecines, et là, c'est vrai que je ne suis pas seulement triste, mais je suis en colère. C'est l'homéopathie, qui est une immense médecine qui a 300 ans, qui a fait ses preuves. Il y a des équipes d'homéopathes sans frontières vont dans les pays d'Afrique, sont acceptées partout. Elles ont été sollicitées pour participer au traitement d'une épidémie de choléra en Colombie, je suis pas, au Pérou, je ne suis pas sûre du pays. Si donc les pays qui sont responsables de la santé publique de leur peuple, appellent les homéopathes sans frontières en Colombie, c'est pas forcément qu'il n'y a rien dedans. Même s'il n'y a rien, ce rien, mais il y aurait encore à définir, est efficace. Et là, c'est une très très grande erreur, et là, c'est une très grande faute, parce que c'est vraiment privé, tous les êtres humains que nous sommes, médecins ou pas, d'un trésor de l'humanité qui s'appelle de soins possibles, que représente l'homéopathie. Et l'homéopathie, ce déremboursement, je mets dans mes articles cette ironie qu'on entend sur tous les médias, il n'y a rien dedans, c'est placebo, et puis oui, pour les bobologies, prenez 3 granules, ça ne vous fera pas de mal. Tout ça, c'est d'un négatif, c'est d'une médiocrité scientifique, alors là, il faut le dire. Et s'il y a quelque chose à reprendre dans nos sociétés de demain, parce qu'il n'y aura plus jamais de société d'avant, celle-là, elle est finie. Elle est finie et il y aura des choses bien qui vont se passer. Vous pensez qu'elle est finie? Celle-là, elle est finie. Parce que généralement, parce que la nouvelle, on dit le monde nouveau et puis on revient à l'ancien. Non. Celle-là, elle est finie parce qu'il y a des choses sur lesquelles d'où on ne pourra pas revenir. Ce n'est pas possible. On a compris que nos comportements individuels, ils étaient liés à la santé de tous et de la nature. Ça, et nos gamins le savent, nos jeunes le savent bien mieux que nous et nous rappellent à l'ordre quand il faut. Il y a une jolie il y a une jolie pub télévisée où c'est la petite fille qui ferme le robinet. Vous l'avez vu, la gamine. Voilà. Donc merci à eux. On ne reviendra pas en arrière. D'ailleurs, revenir en arrière, c'est revenir vers la mort. On n'en a pas envie. Hein. On n'en a pas envie. Donc voilà. Oui, mais un jour ou l'autre, le virus va mourir automatiquement. Mais nos têtes auront changé. Le virus, il va mourir. Si nos têtes ne vont pas changer, la planète, elle meurt. Les cancers dont vous voulez évoquer se multiplieront. Oui, parce que c'est curieux, en ce moment, on ne parle plus ni de grippe, ni d'allergie, ni de rhinite, ni d'autres pathologies beaucoup plus importantes. C'est bizarre, ça. Alors, dites-moi, Anne-Marie, vous mettez l'eau à la bouche en parlant de médecine, disons, parallèle, complémentaire. Alors, je vais les citer rapidement pour que ça fasse, comme je vous dis, de toute petite, j'aime apprendre et j'aime transmettre ce que je sais. Donc, mais ça je vais les citer. Il y a l'homéopathie, et ça, il faut travailler dessus. Il y a 2 grandes souches dont je parle dans mes articles, j'en ai fait pas mal dans les associations. C'est influenzinum et sérum de Yersin. Influenzinum, c'est la souche du virus. Influenzinum, oui, influenza, c'est le mot latin de la grippe. Voilà, d'accord. Et influenzinum, c'est la souche de la grippe de l'année, qu'on dilue, qu'on dynamise, principe homéopathique, et qui vaccine, qui est vraiment très efficace dans la prévention de la grippe saisonnière, pas du Covid bien sûr. Puis il y a sérum de Yersin. Sérum de Yersin, c'est un sérum qui est à base de bacilles pesteux, qui est fait par des grands noms de la médecine, qu'il ne faut pas oublier, dont Yersin, qui était un médecin militaire, qui était au Vietnam, et qui a, enfin, ça s'appelait pas le Vietnam à l'époque, ça s'appelait l'Indochine, et qui a, au prix d'un énorme travail, a découvert le bacille pesteux, a fabriqué un sérum, et donc a pu protéger les gens de la peste, parce que les épidémies gravissimes, elles ne sont pas d'aujourd'hui, voilà. Donc ces 2 souches, je reviens à ça, influenzinum et sérum de Yersin peuvent, je pense, mais je ne peux pas avoir de preuves, mais de par leur efficacité, avoir un effet préventif, pas sur le Covid en tant que virus du Covid, Covid-19, mais permettant de relancer l'immunité
qui permet de faire face au Covid-19. Voilà, influenzinum, il faut en prendre en préventif, en 9CH ou 10 granules ou une dose de 9CH. On en prend un jour influenzinum, le lendemain on prend sérum de Yersin, et ça on fait ça pendant une semaine. Et si on a la maladie, si on a les premiers signes, on fait les deux le même jour, plusieurs semaines. Voilà, là c'est un démarrage de l'immunité. Donc vous nous conseillez... Relance immunitaire, ah oui je le conseille, ça fait longtemps que je le conseille, il y a des groupes vraiment... Anne-Marie, est-ce que j'en Bon, reprends? Bien alors sûr, c'est je t'en toujours reprends. très utile Oui. de le Après, vous savoir. aurez des contestataires, on vous dira qu'il n'y a rien dedans. Oui, oui, et non, que mais c'est du c'est pipeau. intéressant. Mais bon, on nous l'a tellement dit que voilà. Et Ouais. laboratoire Boiron. Le Alors, oui, laboratoire les Boiron. Oui, Laboratoire le Boiron. laboratoire Boiron, bien sûr, il y Absolument. a eu... Qui sont en difficulté Mais bien sûr, actuellement. il y a eu des Eh oui, licenciements forcément, c'est sur pour- Eh table, oui. etc. C'est une grande médecine. Par exemple, la France est un des premiers pays prescripteurs de neuroleptiques, c'est-à-dire de somnifères, d'antidépresseurs, qui coûtent à la Sécu une fortune. Ben, la plupart peuvent être régulés par un traitement homéopathique adéquat qui demande bien sûr des ajustements, quelquefois de prendre certains remèdes allopathiques, mais de les gérer, de les contrôler plutôt que de... Voilà. L'homéopathie est une médecine qui devrait être enseignée en même temps que les études médicales. Et là, il n'y aurait plus aucun problème. Eh bien, écoutez, Et j'espère... Bon, je suis vraiment trop vieille pour le voir. Mais si j'étais un peu moins vieille, je le verrais. ben, c'est ce qu'on souhaite. On parle beaucoup. Là, on est pressé par le temps, malheureusement. Oui. Hein. Alors, Je vais céder la parole à Rebecca. Et je vais vous citer juste, alors c'est vite fait, la phytothérapie peut permettre aussi de maîtriser le Covid, la maladie Covid. Il y en a deux. Il y a l'artémisia qui a été utilisée, qui est un des grands remèdes du paludisme, et qui a été, une tisane aussi, qui a été utilisée à Madagascar avec des effets positifs. Et le desmodium, dont le remède que Pierre a mis au point, qui peut aider en relançant l'immunité, aider à la première partie de la maladie, parce qu'il y a deux parties. Une maladie première semaine, l'immunité est à booster, deuxième semaine, elle est tellement emballée que la crise qu'on appelle la crise de Covid est là, c'est plus compliqué. Et donc la phytothérapie peut aussi, et on doit, c'est des choses simples qui ne donneront Mais aucune toxicité. On Voilà. peut prendre les deux. Alors, Ah oui, non, influenzinum, oui, L'un l'influenzinum ou et le l'autre. desmodium, si, Oui. l'influenzinum et le desmodium, ou l'influenzinum et artémisia, oui, Oui. on peut vraiment, cette crise nous apprend que la médecine existe, ce n'est pas crise égale vaccin, c'est crise égale maladie, maladie égale ça se J'ai soigne. entendu. Le ce vaccin message. vient en dernier recours. Si on savait soigner la polio, on ne le vaccinerait pas. Si on savait soigner, par exemple, le sida, on ne le soigne pas, on ne le vaccine pas, on n'a pas encore le vaccin, on le soigne. Donc cette maladie, comme toutes les autres qui ont existé depuis le début de l'humanité, doit accéder à des soins. Et des soins, c'est ça. Et n'oublions pas, Anne-Marie, peut-être la vitamine D. Ah oui, la vitamine D, Qui est très ça aussi, importante. bien sûr, il y a l'Académie de médecine, ça n'a jamais été... C'est vrai que les médias, je ne sais pas ce qu'elles font. Ah, mais Qu'elles ils dorment, commencent à en oui. parler de la Ben vitamine oui, D. ils commencent à là. en parler, mais ça fait 6 mois qu'elle est Ah, mais je suis d'accord c'est avec vous. l'Académie de médecine qui a Bon. signalé son importance parce qu'elle a un effet anti-inflammatoire chez les petits bébés prématurés qui ont des poumons très fragiles. La vitamine D leur permet une meilleure compliance respiratoire. Voilà, ce sont Voilà, de et très après, bons d'autres conseils. aussi, voilà. On- Écoutez, Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir également d'avoir comme invité Rebecca, qui est auteure, compositrice, interprète, et qui elle aussi, bon, on va en reparler en seconde partie d'émission sur la prévention du cancer du sein. Malheureusement, vous avez été touché par cette maladie il y a plusieurs années. Vous en êtes très bien sorti grâce à la musique, avec beaucoup de courage, et vous avez même écrit une chanson. Alors, Oui. parlez-nous un petit peu de cette chanson-là. Alors, la chanson s'appelle Foutu cancer. Et après la chimiothérapie, il fallait faire la radiothérapie. Donc, la radiothérapie, à chaque fois quand j'allais à la clinique, je remarquais qu'il y avait une tristesse dans les regards comme ça des femmes. Moi, je n'étais pas d'accord. Parce qu'avant d'aller faire ma radiothérapie, j'allais toujours faire un tour sur le terrain. Et j'aime toujours insérer les arbres et tout ça. C'était que Vous du vous bonheur. imprégnez de bonnes ondes. Oui, oui. Et là, quand j'arrivais là-bas, on m'appelait Madame Soleil. J'ai dit oui. Ah, c'est joli ça. Ah oui, et je faisais rire tout le monde. Et j'ai dit, ben,
vous m'aidez là, franchement, quand je vois dans vos regards, à travers vos regards, moi, ça me donne envie d'écrire une chanson. Et justement, cette chanson-là, j'ai commencé comme ça. Que vous allez Qu'on avoir va l'occasion. écouter dans quelques secondes, hein, Voilà. puisque on va faire une petite pause musicale et on se retrouve immédiatement après. D'accord. À de suite.